cours des années 80, le Puy du Fou enregistre tous les ans une fréquentation en hausse. Sans un centime d'argent public, sans subvention et sans aucun actionnaire extérieur, l'équipe décide tout de même de rajouter des gradins et de multiplier le nombre de spectacles durant l'été. Et l'on vient de plus en plus loin pour assister à ce spectacle qui intrigue. Et c'est justement ça le problème. Des heures de route pour seulement 1h45 de représentation. À la fin des années 80, la Cinécénie va sur ses 10 ans. Et les responsables de l'époque, autour de mon père, font un double constat. Le premier constat, c'est que nos spectateurs qui viennent voir donc, le seul spectacle du Puy du Fou à l'époque, qui est la Cinécénie, arrivent tôt sur nos parkings. Ils arrivent à 18h, 17h, 18h. Ils ont leur pique-nique dans la voiture. Il n'y a pas de restaurant. Il n'y a pas de lieu pour se distraire. Et donc, ils attendent sur les parkings la nuit, 22h. Ces autocaristes qui nous aimaient bien, qui nous emmenaient des spectateurs pour la Cinécénie, nous disaient, écoutez, vous avez beau avoir le plus beau spectacle de Vendée, des Pays de la Loire, voire de France, on ne va pas faire 10 heures, 12 heures, 15 heures d'autocar pour 1h30 ou 1h45 de spectacle. Donc ça, on savait très bien que pour poursuivre, pour pérenniser cette aventure, il fallait allonger la durée de visite. Le Puy du Fou est dans l'impasse. Philippe de Villiers le sait. Et c'est un événement national, voire même international, qui va tout changer. À ce moment-là, Philippe de Villiers est secrétaire d'État à la culture du gouvernement de Jacques Chirac. Du coup, moi, je me trouve à Matignon, autour de la table. Alors, l'ordre du jour, c'est l'arrivée de Disney. Et pour l'arrivée de Disney, Chirac nous dit, voilà, 13 000 emplois, donc le droit du travail américain, défiscalisation totale, etc. Et moi, je fais remarquer qu'on pourrait faire des parcs à la française. Il me dit, vous n'y pensez pas, on n'a pas les technologies. Et là, mon sang ne fait qu'un tour. Quand je quitte Matignon, je fonce, je réunis mon équipe et je dis, on fait un parc. On a organisé un voyage donc en décembre 86 qui a été déterminant en fait où on a été donc voir l'oncle américain. Donc on était à Disney World et Universal donc en Floride. Et là franchement on a vu de ce qu'on ne voulait pas faire. On savait qu'on ne voyait pas de carton de pâte, on ne voyait pas de manège, de toute façon on n'avait pas les moyens, de toute manière c'était vite bâclé. Mais par contre que oui, le concept de parc, d'avoir un billet, on rentre dans une enceinte avec un seul billet et toutes les animations, tous les spectacles, les attractions sont gratuites au sein même de ce parc. On dit là il y a vraiment quelque chose à faire. La décision est prise. À côté de la Cinécénie, le grand spectacle nocturne, un parc dédié à l'histoire va voir le jour. À l'époque où c'était la grande mode des parcs d'attractions, qui partaient dans différents axes de thématiques, rien n'était fait sur l'histoire, rien ne mettait en valeur notre histoire de France. Et le souhait de Philippe, c'était de mettre quelque chose en place sur cette belle histoire, cette grande histoire. Un nouveau pari encore plus fou. J'avais le sentiment comme enfant qu'il y avait un tournant. Puis mon père nous le disait, il disait c'est un tournant, on est en train de se lancer dans un truc, c'est une folie, on ne sait pas si ça va marcher. Et donc le tournant, c'était simplement de dire aux spectateurs, bah, vous pouvez venir plus tôt maintenant et vous pouvez voir des choses dans l'après-midi. Alors les gens venaient passer 2-3 heures avant la Cinécénie. Pour démarrer, ils choisissent de mettre en place un village d'artisans habillés en costume d'époque qui y travaillent le fer, le cuir, devant les spectateurs. Et pour occuper les visiteurs, quelques spectacles de chevaux et même une course de lévriers. Et contrairement à la Cinécénie, ici ce sont des professionnels salariés qui vont faire vivre le grand parc. Je me rappelle surtout de la veille de l'ouverture, où je me souviens le soir, on était en train d'enfoncer les derniers piquets de clôture à la masse. Pour moi, c'est une image, j'ai toujours cette image-là. Et le lendemain, donc l'ouverture, donc à l'époque, je faisais de l'animation. Donc on a démarré avec le village 18e, avec le relais de poste, le restaurant, avec les musiciens traditionnels, bien sûr les artisans. Ça, c'était fabuleux, c'était vraiment la pierre essentielle du dispositif, les artisans dans le village 18e. Je ne me souviens plus combien de personnes il y avait cette première journée, mais je peux vous dire que cette première année du Grand Parc, je pense qu'il y a eu des journées où il y avait plus de gens à travailler que de visiteurs dans le parc. C'était simplement quelques petits spectacles pour que les gens restent chez nous, viennent chez nous pour la journée.
Mais il s'est avéré très vite, enfin on a pensé tout de suite ou très vite que ce ne serait pas suffisant et qu'il fallait que l'on étende un peu tous ces spectacles. On a perdu beaucoup d'argent la première année, on a démarré l'aventure. On a eu quand même 82 000 ou 3 000 visiteurs à l'époque, mais c'était nul par rapport en fait à tous les frais engagés. On n'avait pas dégagé assez de résultats parce que là ça rigolait plus. On n'était plus sur un modèle associatif, on était sur un modèle de société. On peut dire les 5 premières années, ça a été dur. On perdait de l'argent. Après 5 ans d'exploitation, le bilan est amer. Si la cinécénie continue à attirer les foules, le parc, lui, coûte cher et sonne creux. Il est urgent de trouver une nouvelle idée.